Le docteur Gad Saad est professeur de marketing à l'Université Concordia, titulaire de la chaire de recherche sur les sciences du comportement évolutionniste et la consommation darwinienne. Il compte à son actif plus de 75 publications scientifiques couvrant un très large éventail de disciplines, y compris le marketing, le comportement du consommateur, la psychologie, l'économie, la théorie de l'évolution. Le professeur Saad est également un blogueur pas mal populaire et il a publié cette année un livre qui a beaucoup retenu mon attention, The Parasitic Mind, How Infectious Ideas Are Killing Common Sense. Il est avec nous. Bonjour, professeur Saad. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Un plaisir à partager. Peut-être pour nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'un esprit parasité? Écoutez, je prends une analogie du domaine animal où on étudie un champ de science qui s'appelle la neuroparasitologie. Dans ce domaine, ce qu'on étudie, c'est comment un animal peut être infecté, si vous voulez, par des parasites qui cherchent à finir, à aboutir dans le cerveau des hôtes. Et en faisant ça, ça change leur comportement. Donc, si je vous donne un exemple classique, il y a le parasite qui s'appelle Toxoplasma gondii, que lorsque une souris est infectée par ce parasite, elle perd sa peur innée du chat et elle devient attirée sexuellement au parfum de son urine. C'est pas une bonne attraction d'avoir si on est une souris. Alors moi, ce que je fais, c'est que je dis que les humains, c'est sûr qu'ils peuvent être parasitisés par des vrais parasites, mais ils peuvent aussi être parasitisés par des pathogènes idéologiques qui nous, si vous voulez, emmènent à aboutir envers le chat. Et dans ce cas, c'est, si vous voulez, le fossé de la folie. Je suis parfaitement d'accord, je vous suis. Donc, les idées peuvent, elles aussi, être pathogènes. C'est ce que vous dites dans le livre. Exactement. Et donc, ce que je fais, comme tout épidémiologiste doit faire, c'est j'essaye de trouver où est-ce que cette infection a commencé, comment elle s'est répandue, et est-ce qu'on peut trouver un vaccin pour combattre contre ces parasites du cerveau. Et donc, malheureusement, je suis ici pour vous dire que tous ces pathogènes idéologiques, tous ont été construits dans le contexte universitaire, parce que comme je rappelle tout le temps aux gens, ça prend des intellectuels pour créer des idées vraiment bêtes et stupides. Et au nombre de ces idées bêtes et stupides qui risquent de nous parasiter, qu'est-ce que vous voyez dans votre palmarès? Donc, il y a plusieurs. Peut-être je peux discuter un ou deux. Par exemple, le postmodernisme. Je me permets de vous arrêter immédiatement là-dessus, Gad, parce que vous avez gentiment accepté notre invitation et je sais que vous avez l'habitude de faire ce genre d'exercice en anglais et que vous êtes beaucoup plus confortable avec le vocabulaire que vous vous êtes approprié en anglais, même si votre langue maternelle, on peut l'entendre, est le français. Et donc, dans certains cas, si vous sentez ou vous vous sentez plus confortable à utiliser une expression en anglais, ne vous gênez pas. Je pense qu'on sera tous capables de vous suivre. Vous êtes très gentil, merci. Donc, OK, on parle d'idées pathogènes. Le postmodernisme, c'est, si vous voulez, un grand pathogène parce que ça postule qu'il n'y a pas de vérité objective. On est complètement contraint par notre subjectivité. On est complètement contraint. Tout est relatif. Tout est relatif. Donc, vous pouvez comprendre que ça, c'est vraiment une position anti-scientifique parce que lorsque un scientifique se lève le matin, il présuppose qu'il y a une vérité à découvrir. Mais maintenant, c'est vrai que nos connaissances peuvent changer en science. Ce qu'on pensait était vrai il y a 300 ans n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais on se lève chaque jour en pensant qu'il y a des vérités à découvrir. Tandis que le postmodernisme, c'est, si vous voulez, ce que j'appelle une forme de terrorisme intellectuel. En en relativisant tout, ça devient une forme de terrorisme. Je vous donne une histoire très rapide pour vous démontrer la folie du postmodernisme. En 2002, un de mes étudiants de doctorat avait il avait défendu sa thèse et nous sortons pour un souper, moi, ma femme, lui et sa copine. Avant de sortir pour ce souper, il m'avertit que
cette femme, sa copine, était une étudiante en postmodernisme. Alors, il voulait me dire, essayons d'avoir une bonne soirée sans se chamailler. Alors, je lui dis, bon, je te promets que je vais être vraiment sur mon meilleur comportement. Et bien sûr, c'était un mensonge. À peu près la moitié du souper, je demande à cette femme, est-ce que c'est correct à penser que vous êtes une postmoderniste? Oui. Est-ce que je peux peut-être vous proposer certains universels que moi je pense sont des universels et vous pouvez me corriger? Parce que et donc pas relatif. Exactement. Parce que le postmodernisme dit il n'y a pas d'universel. Tout est relatif. Okay? Alors, étant un psychologue évolutionniste, je ne crois pas en ça. Il y a certaines choses qui sont communes à travers le monde, qui font partie de notre héritage biologique. Alors, je lui demande, est-ce que ce n'est pas vrai, est-ce que ce n'est pas universel que seulement les femmes peuvent accoucher des enfants? Alors là, elle me regarde avec un dédain complet, comme si j'étais vraiment un idiot total. Et elle me dit, non, c'est pas vrai. Je dis, c'est pas vrai que seulement les femmes accouchent des enfants. Elle me dit, non, parce qu'il y a une tribu dans une île japonaise où dans leur folklore mythologique, c'est les hommes qui accouchent les enfants. Et donc, en restraining la conversation au biologique, c'est comme ça que vous nous gardez enceinte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était... Captive. Elle m'accusait d'être sexiste parce que je préconisais l'idée que seulement les femmes pouvaient accoucher. Donc, lorsqu'on ne peut même pas se mettre d'accord sur un fait aussi banal que ça, que l'enfant de 3 ans en moyenne déjà est d'accord avec ça, vous pouvez comprendre combien ça devient un terrorisme intellectuel. Et imaginez que ça fait maintenant 40, 50 ans qu'on est en train d'enseigner ces stupidités à nos élèves. Vous parlez de terrorisme intellectuel, c'est intéressant dans le contexte qui est le vôtre, parce que Concordia, comme plein d'autres universités, n'est pas à l'abri. Je pense qu'il y a une de vos collègues, peut-être au département de cinéma, qui a été montrée du doigt parce qu'elle a référé à l'œuvre de M. Vallière, sinon à Pierre Vallière, et elle a souligné qu'un de ses livres était Nègre blanc d'Amérique. Et je pense que pour ce seul crime, elle a été conspuée. Vous sentez-vous menacé? Écoutez, professionnellement, il y a comme si vous voulez une entente où on m'ignore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sens pas que je suis ciblé, mais plutôt je suis ignoré. C'est comme si on s'est mis d'accord qu'on va prétendre que Gad Saad est invisible et on va simplement espérer qu'il ne cause pas trop de bruit. Et ça, c'est vraiment dommage parce que en réalité, c'est toutes les idées que je préconise, toutes les idées que je défends, c'est vraiment les idées du classical liberalism, right? La liberté d'expression. La pensée classique libérale. Exactement. Donc, c'est vraiment hallucinant que ce que je suis en train de défendre en ce moment devient quelque chose que on doit se cacher de ça. C'est ridicule. Mais donc, ce que vous dites, c'est que je ne suis pas cancelled, cancellé, je suis invisibilisé. On fait comme si je n'étais pas là. Si c'était à refaire, vous pensez que l'université hésiterait à vous embaucher compte tenu de vos idées subversives? Si c'était qu'ils allaient m'embaucher aujourd'hui, ma prédiction serait que peut-être ils auraient cherché ailleurs, ce qui est encore une fois vraiment dommage parce que toutes les idées que je supporte devraient être des idées que toute personne vraiment libérale devrait défendre. Mais à défaut de partager vos idées, on peut accepter que quand on débat, par définition, on n'est pas nécessairement d'accord et c'est parce qu'il y a justement une opposition de point de vue qu'on finit par faire avancer et la pensée et la science. Or, aujourd'hui, une des choses que vous dites dans le livre Parasitic Mind, c'est qu'on refuse même de débattre de certaines choses. Exactement. On crée des chambres stériles où la conformité idéologique est de rigueur, right? Parce que si on est accosté par des idées qui sont différentes des nôtres, c'est une forme de violence. C'est tellement ridicule. Imaginez-vous, pour l'auditoire qui ne me connaît pas, je suis quelqu'un qui est sorti du Liban. Nous sommes des Libanais juifs qui
ont vécu la première année de la guerre civile au Liban et par chance nous avons émigré au Québec où on a été accepté et on a pu poursuivre notre vie ici. Alors moi j'ai vu c'est quoi la violence, j'ai vu c'est quoi la haine, j'ai vu c'est quoi la souffrance. Donc lorsque maintenant je vois des gens à l'université dire que être exposé à des idées qui sont contraires aux nôtres devient une forme de violence idéologique, c'est vraiment une insulte à ceux qui ont été vraiment victimisés. Et c'est une perversion du langage peut-être aussi. Absolument, absolument. Mais c'est ça ce qui est la propagande, c'est quoi? C'est de trouver une façon de changer la langue. Par exemple, je vous donne un exemple. Si maintenant un homme regarde une femme d'une façon un peu agressive, ça devient un type de viol visuel. Non, c'est pas un viol visuel. Peut-être c'est inapproprié, peut-être c'est vulgaire, peut-être qu'il ne devrait pas le faire, mais d'utiliser un mot tel que c'est une forme de violence sexuelle, c'est ridicule et comme vous avez dit, ça, c'est une perversion d'un crime qui est vraiment dégoûtant. Comment expliquez-vous que ce qui était il y a 40 ou 50 ans le fait des campus universitaires, beaucoup américains et ensuite canadiens, soit devenu un objet central de débat dans l'ensemble de la société? Je parlais avec le philosophe français Luc Ferry il y a 2 semaines qui me disait j'ai vécu et découvert cette pensée en allant enseigner aux États-Unis et jamais je n'ai cru qu'en France ou en Europe, on adopterait de pareilles positions ou qu'on aurait même les contraintes qui viennent avec le discours de la social justice. Or, j'ai eu tort. Maintenant, c'est aussi la norme. Alors, comment ça a migré d'un milieu aussi pointu que le milieu universitaire à l'ensemble de la société? Écoutez, si on veut pointer le blâme, on peut le partager à travers l'Amérique du Nord et les Français. Par exemple, les grands postmodernistes étaient originalement tous français. Donc, Michel Foucault, Jacques Lacan, Jacques Derrida, tout ça, c'est de la France. Oui, mais c'est par les États-Unis qu'ils ont eu cet impact, parce que les French theorists, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis, oui, ont été adoptés d'abord par les Américains et les universités américaines avant de percuter et d'impacter en Europe. Oui, ça c'est vrai. Écoutez, c'est vraiment un mélange de plusieurs idées pathogènes qui a créé cette departure, comment on dit, cette échappée de la raison. Donc, si on prend par exemple le postmodernisme, si on prend une autre idée pathogénique, ce que j'appelle la biophobie, la peur d'utiliser la biologie pour expliquer des comportements humains. Déjà, vous pouvez comprendre combien c'est ridicule pour les scientifiques qui étudient le comportement humain de penser que toute espèce est biologique autre que l'humain. L'humain est un animal culturel. Étant donné que je suis un psychologue évolutionniste, je trouve ça complètement ridicule. Donc, si on prend la biophobie, on prend le postmodernisme, le relativisme culturel, la politique identitaire, le féminisme militant, chacune de ces pathogènes n'est pas assez pour détruire les édifices de raison. Mais si on les met tous ensemble, ça va, ça va s'effondrer. S'effondrer. Exactement. Vous pensez qu'il y a effectivement un risque de ce que la raison nous échappe? Oui et non. Écoutez, dans les universités, il y a toujours des disciplines qui sont complètement ancrées dans la raison, dans la méthode scientifique. Le problème, c'est que dans certains champs de domaines de connaissances, ces idées pathogéniques ont plus tendance à se propager. Vous voyez, donc, par exemple, moi, je suis dans une école de commerce. Dans une école de commerce ou une école de génie, il est un peu plus difficile d'être infecté par ces idées pathogéniques parce que on doit être accouplé, si vous voulez dire, à la réalité. On ne peut pas construire un bridge, comment on dit, un pont. Un pont en utilisant la physique postmoderniste. On ne peut pas développer
un modèle mathématique pour essayer de comprendre le consommateur en utilisant des mathématiques postmodernistes. Donc, dans certains domaines, on est, si vous voulez, un peu plus protégé contre cette stupidité. Mais dans d'autres champs de domaine, dans les humanities, comment on dit ça en français? Je me rappelle plus. Les humanities. Ben, les humanités. Voilà. Ou dans les sciences sociales, il y a plus tendance à devenir malade à travers ces parasites du cerveau. Mais vous êtes content en disant que ce sont des stupidités. D'abord, je vais recevoir beaucoup de courriers et que ça risque de provoquer des gens qui peut-être auraient envie d'être un peu d'accord avec vous, mais hésitent à livrer la guerre. Or, est-ce que vous pensez, pour ne pas perdre la raison, à un moment donné, il faut, comme vous semblez le faire, prendre les moyens, nommer les choses au risque de provoquer? Écoutez, j'essaye pas de provoquer a priori. Mon but n'est pas d'essayer d'offusquer les gens ou de provoquer juste pour provoquer. Mais je suis quelqu'un qui a quand même un langage direct parce que je suis offusqué par le meurtre de la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenons une analogie. Si on entend quelqu'un qui crie au secours parce qu'ils sont en train d'être attaqués dans une allée, je peux être une de deux personnes. Je peux prétendre que j'ai pas entendu leur cri de secours, ou bien je suis la personne qui va vouloir intervenir pour aider cette personne. Donc chaque jour, je vois dans le monde académique le meurtre de la vérité. Et pour meilleur ou pour pire, je suis quelqu'un qui n'a pas la personnalité d'être capable à simplement passer à travers. Donc parfois j'utilise un langage très direct qui peut consterner certains gens, mais c'est simplement parce que je veux que les gens réagissent à l'attaque qu'on voit à chaque jour contre la raison. Est-ce que comme citoyen, je ne parle pas au professeur, comme citoyen, comme mari, peut-être père d'enfants, est-ce que vous avez des enfants, Gad? Oui, j'ai des enfants, oui. Est-ce que vous êtes inquiet ou soucieux parce qu'on pourrait dire c'est un beau problème intellectuel, c'est un beau problème qui a dépassé les frontières des universités, mais bon, c'est l'époque. On peut dire aussi, d'un point de vue citoyen, il y a des risques à, et je vous cite à nouveau, tuer la vérité. Oui, je suis inquiet parce que, comme vous avez dit, ces parasites idéologiques se répandent en dehors du monde académique. Maintenant, nous avons un premier ministre qui est une manifestation, si vous voulez dire, de toutes les idées pathogéniques dont je parle dans mon livre. Il supporte le postmodernisme, il supporte le féminisme militant, il supporte toutes ces idées. Par exemple, lorsque maintenant on applique pour une... Il dit du Canada, je pense que nous sommes le premier pays post-national. Exactement. Il supporte l'idée, par exemple, que lorsque des scientifiques appliquent pour des fonds de recherche, maintenant on doit démontrer, premièrement, avant de démontrer que notre programme de recherche est important, on doit démontrer qu'on va être consistant avec l'idéologie de diversité, inclusion et équité, right? C'est ridicule. Mais ce qui en soi serait pas une mauvaise idée si on se disait, puis corrigez-moi parce que j'imagine que vous avez une opinion là-dessus, mais c'est pas une mauvaise idée si on se dit, on veut néanmoins, compte tenu que le territoire n'a pas toujours été bien égal, on veut faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa chance. Exactement. Mais là, on confond deux concepts, égalité des résultats et égalité des opportunités. Je suis complètement en faveur de l'égalité des opportunités. S'il y a une réalité qui ne permet pas à certains gens de partager le rêve d'égalité des opportunités, il faut intervenir. Mais le problème maintenant, c'est que on confond ça avec égalité des résultats. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va aller chercher le département de mathématiques à une université quelconque et on compte le nombre
de mâles et de femelles, de personnes qui sont blanches ou pas. Et s'il n'y a pas une représentation idéale démographique, il doit y avoir du racisme ou du sexisme. C'est ridicule, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des cas où vraiment il y a des situations racistes, et dans ce cas-là, on intervient. Mais de penser que on doit tout voir à travers les lunettes de l'oppression, c'est ridicule. Et encore une fois, étant donné que je suis quelqu'un qui a vraiment vécu la victimisation et la souffrance, les Occidentaux ne réalisent pas la belle société où ils vivent. Ils devraient peut-être voyager d'autre part dans le monde pour voir c'est quoi la vraie victimisation. Des fois, j'ai l'impression d'ailleurs que notre perception sur les questions des droits de la personne est inversement proportionnelle à la réalité de ce que sont nos droits et qu'on est probablement ici au Canada ou aux États-Unis et en Europe plus inquiet de ces droits qui seraient bafoués que ne le seraient très légitimement des citoyens dans d'autres pays où ils sont foulés aux pieds les droits. Absolument, bien dit, exactement. Puisqu'on parlait de concepts comme le post-nationalisme, que pensez-vous, selon vous, Gad, de ce que si nous sommes un État post-national, on est aussi le seul, à peu près, dans le monde à avoir très hermétiquement fermé ses frontières depuis la crise de la COVID. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ou alors une révélation que cette crise provoque? Écoutez, ces contradictions-là, on pourrait passer 10 heures à en énumérer plusieurs, right? Par exemple, on veut être un pays incroyablement socialiste où on est gentil envers tout le monde et aussi on veut avoir des frontières ouvertes, pas à cause du COVID, avant le COVID. Il est impossible d'être gentil envers tout le monde. You know what I mean? À certains moments, il va y avoir un effondrement du social net, right? Donc, l'idéologie progressive est pleine de contradictions. Donc, si vous voulez qu'on passe la prochaine heure, je pourrais vous énumérer plusieurs autres contradictions. Non, parce que je sais que vous le pourriez certainement, et on n'a pas une heure. Est-ce qui, dans votre parcours personnel, puisque vous avez expliqué venir du Liban, en plus d'une minorité au Liban, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Juifs au Liban, et ceux qu'on connaît au Québec, les Libanais, sont surtout maronites. Oui. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous destinait à ce que vous avez choisi d'étudier? Au niveau doctorat, lorsque j'étais très intéressé au comportement humain, mais j'étais plutôt intéressé par le modeling mathématique du comportement humain. Et c'est en rencontrant on peut modéliser les comportements humains. Oh, absolument, absolument. Et donc, parce que moi, j'ai un background en mathématiques, ok? Donc, c'était ça l'idée. Mais là, lorsque je suis parti faire mon doctorat à Cornell University aux États-Unis, j'ai rencontré mon éventuel superviseur de doctorat, Jay Russo, qui est un psychologue cognitif. Et le premier semestre à Cornell, il m'avait suggéré de prendre un cours en psychologie sociale. Et à peu près à la mi-semestre, le professeur en question nous avait demandé de lire un livre par deux professeurs canadiens, psychologues évolutionnistes. Le livre s'appelait Homicide. C'était un livre où ils étudiaient les patrons de criminalité à travers l'évolution. Et c'est là où j'ai vraiment eu mon Eureka moment. Alors là, j'ai décidé que j'allais utiliser la psychologie évolutionniste pour comprendre le comportement du consommateur. Et c'est là que mon champ de science est né. Et aujourd'hui, vous parlez moins des consommateurs que des citoyens que nous sommes devenus. Je vais terminer avec cette hypothèse à laquelle je pensais en pensant à vous et à notre rencontre. Vous disiez depuis 50 ans, il y a des idées pathogènes, celles que vous avez identifiées. Or, depuis 300 ans, depuis les Lumières, l'esprit s'était musclé. Et c'est d'ailleurs une des fiertés qu'on pourrait avoir comme occidental. Et je me suis posé cette question. À l'époque où les Lumières nous faisaient sortir littéralement de la noirceur, ce discours appuyait aussi un changement de pouvoir. Je dirais que l'aristocratie était bousculée par des bourgeois qui avaient aussi un discours intellectuel pour s'imposer.
Est-ce qu'aujourd'hui, le mouvement de la justice sociale, je ne sais pas si vous me suivez, ne serait pas aussi, au-delà de ce qu'on annonce officiellement, une guerre de pouvoir pour mettre au pouvoir et donner les moyens qui viennent avec le pouvoir à une nouvelle catégorie d'individus, comme les bourgeois ont remplacé les aristocrates? Il y a beaucoup de concepts là-dedans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le mouvement social justice, il y a beaucoup de faux signalisations. Si vous voulez, c'est un type de, comment on dit, de démontrer, de signaler notre vertu envers le monde. Je dois être quelqu'un de fabuleux parce que comment on dit, I feel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, je ressens. Je ressens. Donc, je dois aider tout le monde. Je dois ressentir. Et il y a aussi un réflexe d'auto-flagellation, right? Parce que ça démontre que je suis pieux, right? Dans les anciens temps, pour aller dans les temps dont vous parlez avant les Lumières, tout ça, les catholiques, il y avait un secte où ils se faisaient de l'autoflagellation pour démontrer qu'ils étaient vraiment pieux envers leurs croyances. Maintenant, le social justice a remplacé la religion. C'est devenu une forme de religion séculaire où je fais l'autoflagellation pour démontrer l'Occident est mauvais, l'homme blanc est mauvais, je suis mauvais, je fais partie du péché original. C'est grotesque, c'est ridicule. Il faut être fier de l'Occident. C'est pour ça que des gens comme moi essayent de quitter le Moyen-Orient pour venir à la belle société où on a ici. Soyez fiers de ce qu'on a au lieu de s'autoflageller à la longueur de journée. Mais je reviens à ma question tout simplement parce que c'est un peu longue. Est-ce qu'il y a aussi une guerre de pouvoir, une prise de contrôle entre ceux qui incarnent aujourd'hui le pouvoir et ceux qui ont le discours de la justice sociale? J'imagine que oui, mais écoutez, ça prend pas beaucoup de gens pour contrôler la masse. Donc, souvent, on me demande, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de social justice warriors au campus? Et là, je leur explique, lorsque il y a eu le 11 septembre, ça n'a pas pris 190 000 terroristes pour causer toute cette réalité. Ça a seulement pris 19 personnes pour terroriser le monde. C'est le même concept qui se passe au campus. Ça prend pas 19 000 étudiants qui sont activistes pour causer la terreur. Ça prend juste plusieurs personnes qui sont très, très commis à leur social justice. Et ça crée la peur au reste des gens de rester silencieux. Et c'est pour ça que souvent je dis aux gens qu'il faut essayer de combattre leur réflexe de lâcheté. Il faut parler, il faut participer au débat. Il ne faut pas simplement se confier au fait qu'il va y avoir quelques professeurs courageux qui vont parler pour les autres. Tout le monde doit se présenter pour ce combat. Est-ce que c'est notre devoir citoyen aujourd'hui de résister? Oui. Le problème, c'est que la plupart des gens ont vraiment une peur incroyable. Plutôt aujourd'hui, j'avais quelqu'un qui est venu sur mon show, ça s'appelle The Sad Truth. C'est quelqu'un qui a documenté... Triste vérité. Exactement. Mais c'est pas triste parce que c'est SAD, S-A-A-D. Ça joue sur mon nom de famille. OK? Et donc, The Sad Truth, mon dernier guest, c'est quelqu'un qui a documenté la brutalité de l'État islamique à Mossoul, en Irak. Et il a fait ça, et ses voisins étaient des commandants de l'État islamique. Et il était en train de bloguer, et s'ils arrivaient à identifier qui il était, pas seulement il l'aurait exécuté, mais il l'aurait torturé, et il aurait torturé toute sa famille. Et aujourd'hui, je lui ai demandé, qu'est-ce qui peut expliquer ton courage, le fait que tu as un tel courage pour défendre la vérité? Et sa réponse était, je suis historien, je dois défendre la vérité. Alors, imaginez-vous si quelqu'un qui était en train de se combattre contre vraiment une brutalité que les Occidentaux ne peuvent pas imaginer, a le courage de résister. Vous n'avez aucune excuse de ne pas utiliser votre droit d'expression dans l'Occident. Et de prendre la parole. Exactement. Sommes-nous collectivement peureux? Collectivement peureux et individuellement lâches.
Comme peut-être vous le savez, j'ai souvent dit qu'il faut qu'on ajoute aux 7 péchés capitaux un 8e, qui est la lâcheté. La lâcheté. C'est incroyable combien de gens m'écrivent par jour me disant merci Dr Sal, vous êtes tellement courageux, mais s'il vous plaît, si vous partagez mon courriel, ne donnez pas mon nom, parce que j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Le gars qui était à Mossoul avait l'État islamique après lui et il a parlé. Vous avez peur de quoi à Montréal? Votre nom? Gad Saad, le mien, Stéphane Bureau. Merci. Merci beaucoup. Cheers.